Bienvenue sur la TFM et bienvenue à votre émission Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Mambousso Thiam. M. Mambousso Thiam, c'est le directeur de l'Agence pour le développement et l'encadrement des PME, des petites et moyennes entreprises du Sénégal. M. Thiam, merci d'avoir accepté notre invitation. Les PME, PMI, quand on parle au Sénégal, on peut dire quoi? On peut dire qu'il y en a 250 000 qui sont immatriculés et il n'y en a que moins de 1000 qui déposent leurs états annuellement. Ça vous donne une idée des difficultés qu'il y a pour les appuyer. Pourquoi ces difficultés? Beaucoup de raisons. Certaines qui tiennent aux entreprises elles-mêmes, d'autres qui tiennent à l'environnement dans lequel elles évoluent. Ce que je voudrais dire, c'est que pour un certain nombre de raisons, les entrepreneurs évitent de déclarer un certain nombre de choses. C'est un peu cette culture d'opacité malheureusement qui est la nôtre et qui fait qu'il y a beaucoup de PME sur lesquelles nous manquons terriblement d'informations parce que lorsque vous avez plus de 240 000 PME dont on ne sait pas si elles existent encore, on ne sait pas ce qu'elles font, on ne connaît pas leur répartition géographique, on ne connaît pas leur secteur d'activité, ça donne une idée un peu des difficultés de la tâche. Souvent, les entrepreneurs, ceux qui gèrent les PME, disent qu'ils ont des difficultés d'accès au crédit pour pouvoir financer leurs activités. C'est en partie vrai. On a une économie qui est objectivement sous-financée, puisque les crédits à l'économie représentent un peu moins de 20% du PIB. C'est quand même très faible, alors que dans les pays émergents, normalement, on doit atteindre des ratios qui se situent au-delà de 50%. Il y a un problème de financement de l'économie. Je dois dire qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives qui ont été prises récemment et qui vont dans le sens de la facilitation de ce financement. Il y a maintenant la BNDE, qui est la banque des PME, c'est quelque chose de nouveau dans le dispositif. Il y a des instruments qui ne sont pas encore parfaitement opérationnels, mais qui devraient aider, comme le Fonds 6 et surtout le Fonds GIP. Ceci étant, lorsque une entreprise n'a pas d'état financier, l'ensemble de ces instruments sont inopérants. Mais qu'est-ce qui l'explique? Est-ce que c'est un problème de formation de ceux-là qui gèrent les PME, qui ne se forment pas, qui ne sont pas aux normes de gestion? Ou bien est-ce que c'est parce que les gens ont une culture justement de ne pas payer la fiscalité qu'ils évitent de déclarer leur entreprise? Il y a un peu tout. Il y a une culture de ne pas payer la fiscalité et vous savez qu'on a une fiscalité qui pose problème. Je suis sûr qu'autour de vous, vous avez beaucoup d'exemples de salariés qui payent plus d'impôts qu'un certain nombre d'entreprises qui brassent des millions. C'est effectivement un problème et ça explique toutes ces difficultés. Vous savez qu'il y a un centre de gestion agréé à Dakar et dans d'autres régions qui est censé accompagner les entreprises. Mais lorsque les entreprises ne voient dans ce centre de gestion agréé qu'un moyen de payer plus d'impôts, effectivement, elles ne sont pas très motivées. Pour vous donner un chiffre, il y a, je crois, moins de 200 entreprises au centre de gestion agréé de Dakar. Effectivement, on a un problème avec les questions de transparence. Les gens ont peur de payer trop d'impôts. Est-ce que c'est un problème de communication entre ce centre et les principaux bénéficiaires? Ou bien c'est un problème de communication? Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème de communication. Je pense que les gens ne veulent pas se formaliser parce qu'ils n'y ont pas intérêt. Et c'est un peu un cercle vicieux parce que l'économie s'informalise de plus en plus et plus elle s'informalise, plus il est difficile de mettre en place des politiques publiques qui soient appropriées. On parle du Sénégal comme étant un pays qui pourrait créer beaucoup d'emplois, surtout avec les PME et les PMI. Mais le constat qui a été fait, c'est vous-même qui l'avez fait dans une interview ou dans une conférence de presse, qu'au moins de 5 ans, ces entreprises des PME disparaissent. Pourquoi? Beaucoup de facteurs. Je crois que pour expliquer le fort taux de mortalité, il faut se référer à plusieurs types de sciences. Et malheureusement, il y a un certain nombre de domaines comme la sociologie où je suis un profane. Mais je crois qu'on manque au Sénégal de tradition entrepreneuriale. D'abord des explications historiques. Nous avons été pendant 3 siècles sous colonisation. Vous auriez beaucoup de mal, M. Diop, à me donner en 1960 le nom de quelques Sénégalais qui avaient réussi dans les affaires. Tout simplement parce que les Sénégalais, le secteur privé local, était exclu très largement des affaires. Les premières fortunes connues au Sénégal, c'est un peu Djily Mbaye, c'est un peu Ndiouga Kébé.
Et puis il y a eu ensuite la sécheresse de 1973. Il y a eu les événements entre le Sénégal et la Mauritanie. Et c'est là qu'on a vu un début de remise en cause de l'ordre traditionnel avec, pendant très longtemps, le gros commerce entre les mains des sociétés françaises, qui avaient comme relais la communauté libano-syrienne. Et puis au niveau du commerce de détail, il y avait les Mauritaniens. Pendant longtemps, les Sénégalais n'étaient pas dans les affaires. Je crois qu'également, c'était lié peut-être au fait que le président Senghor, pour ne pas le nommer, était plus porté vers la formation des enseignants, des administrateurs civils, et il n'avait pas beaucoup d'appétence, si j'ose dire, pour les gens du secteur privé. Ça, c'est d'un point de vue historique. Il a fallu un peu les événements avec la Mauritanie pour que l'on voit les Sénégalais arriver dans le commerce de détail. Il y a d'autres facteurs qui sont peut-être plus complexes, qui sont à la fois politiques et économiques. Je voudrais rappeler qu'en 1994, nous avons eu, après la dévaluation du franc CFA, on a eu la création de l'UEMOA. Et dans le cas du Sénégal, cela s'est traduit par la mise en place du tarif extérieur commun et une baisse extrêmement importante de la fiscalité, puisqu'on est passé d'un taux de protection de l'économie nationale qui était de l'ordre de 65% à moins de 20%. Vous baissez la fiscalité dans un contexte où votre monnaie est rattachée à l'euro, qui est probablement la monnaie la plus forte du monde. Vous voudriez développer la proportion à importer, que vous ne feriez pas autrement, et c'est ce qui s'est passé parce que les opérateurs économiques s'adaptent à l'environnement dans lequel ils sont. On a développé la proportion à importer. Pour l'année 2012, on a eu 2500 milliards d'importations contre seulement 1100 milliards d'exportations. Ça signifie un déficit de la balance commerciale de 1400 milliards, c'est énorme. Et ce déficit de la balance commerciale, en 2013, s'est aggravé de 300 milliards supplémentaires. On a une tradition qui est une tradition d'importation. Le Sénégal est un pays qui ne produit pas assez. Et ce sont dans les chiffres de la balance commerciale que je vous ai donnés que vous avez une partie de l'explication en ce qui concerne les difficultés dans l'emploi de façon générale. Mais si on fait une comparaison, une sorte de benchmarking avec la sous-région, on voit qu'au Burkina Faso et dans d'autres pays, le secteur des PME se développe, là où le Sénégal chute. Je dois dire que, de façon générale, dans les pays francophones, le développement de la PME endogène n'est pas très impressionnant. Mais pourquoi ? Je vous l'ai dit, il y a des causes historiques. Lorsque vous allez dans les pays anglophones, ce qui existe dans des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina est simplement impensable. Parce que vous verrez, dans tous les échelons de l'économie, beaucoup d'opérateurs qui sont des opérateurs ghanéens. Je vous prends un exemple très simple, qui est je crois, assez choquant. Vous avez beaucoup de mal dans Dakar à trouver un restaurant tenu par nos compatriotes. Et il vous est pratiquement impossible d'avoir un restaurant qui vous fasse des plats sénégalais. Si vous recevez un de vos collègues journalistes étrangers et que vous lui faire manger un tiéroudienne, soit vous allez dans une petite gargote, soit vous allez dans un restaurant qui est tenu par un expatrié. Pourquoi est-ce que dans ce secteur, il y a aussi peu de Sénégalais? Pourquoi sont-ils aussi peu entreprenants? Je pourrais prendre un autre exemple qui est assez frappant. Lorsque vous allez à Sali, qui est le centre de gravité du tourisme sénégalais, et également où vous avez au moins 5000 Européens qui y vivent. Il y a un vrai pouvoir d'achat. Pourtant, vous constaterez que la plupart des entreprises sont également des entreprises qui sont tenues par des étrangers. Alors certains vous diront, oui, mais ils sont venus avec de l'argent. Ce n'est pas vrai. La plupart d'entre eux ne sont pas venus avec de l'argent. Ils sont venus, ils ont travaillé, ils ont cherché des opportunités, ils les ont trouvées. On a un vrai déficit en termes d'entrepreneuriat au Sénégal, qui fait que, pour un certain nombre de raisons, le seul domaine dans lequel nous soyons à peu près confortables, c'est l'achat pour revendre. On importe, on revend à l'État. Mais dès qu'il s'agit d'apporter une certaine valeur ajoutée, il est très difficile de retrouver un certain nombre de compatriotes. Il y a des exceptions, mais c'est un constat Est-ce que général. dans ces pays, c'est parce qu'il y a un tissu quand même industriel national qui est mis en place, des banques nationales qui financent les autochtones? Au Sénégal, on a vu aussi la destruction des tissus bancaires.
Alors, ce que vous dites m'intéresse beaucoup parce que moi j'ai commencé ma carrière à la Banque centrale et j'étais dans l'équipe qui a participé à la restructuration du système bancaire dans les années 80. Et effectivement à l'époque, on avait fermé la BNDES, on avait fermé la Sofisédit, on avait fermé la Sonaga et d'autres banques de développement. Et nous avions attiré l'attention des autorités sur le fait qu'il fallait peut-être fermer ces banques parce qu'elles étaient mal gérées, mais leur fonction restait actuelle et elles devaient être prises en charge. Il a fallu pratiquement 30 ans pour que l'on trouve de bons successeurs à ces banques-là, avec aujourd'hui la création de la BNDE qui est une très bonne chose. Mais je crois que le problème que nous avons, c'est d'abord et avant tout un problème de compétitivité. Lorsque vous baissez les droits de douane et que vous avez une monnaie qui est très forte, il est plus simple et moins cher d'acheter à l'extérieur plutôt que de produire localement. Et on se retrouve dans le cas du Sénégal, mais également dans le cas des autres pays de l'UEMOA, dans des situations qui sont parfois aberrantes. Je crois que un des meilleurs exemples que je puisse vous donner, c'est que le Sénégal, par exemple, produit 500 000 tonnes de sel. C'est énorme. Et j'ajoute que dans toute l'Afrique de l'Ouest, il n'y a que 2 pays qui produisent du sel. C'est le Sénégal et le Ghana. En d'autres termes, le marché du sel de la sous-région est un marché qui est quasiment captif. Malgré cela, le Sénégal importe 99% de ses besoins en sel fin. Et les pays dont je vous ai parlé, qui sont à l'intérieur de l'UEMOA, et même des pays comme le Nigeria, importent également du sel fin qui vient de l'extérieur. Mais qu'est-ce qui explique cette situation? Ce qui explique cette situation, c'est qu'il est plus facile, encore une fois, d'importer que de produire localement. Parce que vous avez une monnaie qui est très forte, vous avez des droits de douane qui ont été baissés et on a développé la propension à importer. Mais est-ce que ce n'est pas ça qui repose aujourd'hui le débat sur le franc CFA? Certains se demandent, est-ce qu'aujourd'hui, les États africains doivent continuer à avoir des francs CFA? Ou est-ce qu'ils ne doivent pas avoir de propre monnaie? Je pense que le problème, ce n'est pas le franc CFA. Je vous l'ai dit tantôt, moi je suis un ancien de la Banque centrale et je considère que le franc CFA, avoir un institut d'émission commun avec une politique monétaire commune, une politique budgétaire commune, ça fait partie probablement des acquis les plus positifs en termes d'intégration en Afrique de l'Ouest. Ça, il ne faut pas y toucher. En revanche, un franc CFA relié par une parité fixe à l'euro, soyons clairs, c'est quelque chose qui est aujourd'hui totalement anachronique. Il faut revoir le taux de change, c'est ça? Il faut revoir le taux de change. Plus flexible. Il faut que ce soit beaucoup plus flexible, mais il faut garder une monnaie qui soit une monnaie régionale. J'ajoute qu'on aurait grand avantage à intégrer dans ce mouvement des pays justement comme le Ghana, des pays comme la Gambie, des pays comme le Nigeria, la Sierra Leone, le Libéria, parce que ce sont des pays qui fonctionnent autrement. Qu'est-ce qui se passe dans ces pays qui sont des pays à monnaie inconvertible? C'est que la Banque centrale encaisse le produit des exportations, c'est-à-dire des devises. Lorsqu'une banque centrale encaisse 1000, elle ne peut pas dépenser plus de 1000. Et par conséquent, vous avez de facto un système qui limite les importations et qui fait en sorte que vous n'importez que ce qui est strictement nécessaire. Ce que je reproche à notre système, c'est que non seulement on importe beaucoup trop, mais on importe ce dont on n'a pas besoin et on importe ce pourquoi il existe localement des capacités de produire, mais qui sont annihilées par cette concurrence des produits qui viennent de l'étranger. C'est pour ça que je crois que ce qui est important, c'est qu'on arrive à mettre en place un mécanisme où on va faire des choix, parce que très clairement, on ne peut pas continuer à avoir à la fois des recettes douanières et développer dans un certain nombre de secteurs les PME, ce n'est pas possible. Mais la véritable question que les gens se posent aujourd'hui, vous avez parlé de la BNDE qui est là, du FONSIS et du FONGIP. Beaucoup se demandent, est-ce que ce n'est pas des structures concurrentes dans la façon de financer justement les PME et les PMI? Ah non, pas du tout. Pas du tout, parce que la BNDE, sa responsabilité, c'est de mettre en place du crédit bancaire. Quand je prends le cas du FONGIP, sa responsabilité, c'est d'apporter une garantie. Ça, c'est extrêmement important pour le développement de la PME qui est toujours confronté au fait que la plupart du temps, dans nos pays, il y a une insuffisance en termes de fonds propres des PME. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que le fonds GIP peut intervenir en faisant du capital risque, et ça, c'est nécessaire. D'autant plus qu'il n'y a souvent que dans nos pays qu'on veut faire partir des entreprises de zéro avec du crédit bancaire.
Ce n'est pas possible. Dans la plupart des pays qui se développent, des nouvelles entreprises sont financées par l'apport de l'entrepreneur, mais également du capital risque. Et puis, dans le cas toujours du FONGIP, ça va permettre également de bonifier des intérêts dans un contexte où le loyer de l'argent reste quand même cher. Et je crois que si on arrive par le FONGIP à baisser de 2 ou 3 points le crédit bancaire, ça, ce sont de bonnes nouvelles. Il y a aussi les taux d'emprunt qui sont trop chers. Les gens parlent de 14%. Non, 14%, non. Aujourd'hui, il est quand même possible sur la place de Dakar d'emprunter pour des PME à 7-8%, ce qui est déjà très cher. Très cher. Mais ça pose un problème un peu plus global au niveau du système bancaire. On a quand même un système bancaire qui, dans nos pays, gagne très bien sa vie, peut-être même un peu trop. Mais c'est ça la question que beaucoup de Sénégalais se posent. Il y a beaucoup d'argent liquide. On dit que les finances aujourd'hui au Sénégal, les banques sont surliquides, mais elles ne financent pas le développement. Exact, mais c'est lié au fait que même s'il y a beaucoup plus de concurrence, je crois que nous n'avons pas assez de capitaux nationaux dans ce secteur. Je crois qu'il est illusoire de penser que l'on puisse développer un pays avec un système bancaire qui est contrôlé très largement par l'étranger. Je crois qu'il faut être assez clair sur cette question. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, on a quand même un système bancaire qui bénéficie d'un environnement extrêmement favorable. Je voudrais rappeler que 50% du produit net bancaire au Sénégal est constitué de commissions. Ce qui signifie que les banques n'ont pas besoin de beaucoup prêter pour pouvoir gagner de l'argent. Mais ça, ce sont les autorités monétaires qui sont interpellées. Mais la BND qui a été mise en place pour accompagner les petites et moyennes entreprises, c'est une peur que ça devienne une banque commerciale, comme toutes les autres banques. Ah non. Dans sa façon de fonctionner. C'est des Sénégalais qui ont investi, mais qui cherchent des profits aussi. Mais ils cherchent des profits et la PME peut être très profitable. Je crois qu'il ne faut pas systématiquement penser que la PME, ce sont des investissements à perte. Il faut une vraie politique au niveau de la BNDE de sélection des PME. Et nous travaillons beaucoup avec eux parce que c'est notre responsabilité au niveau de la DPME de donner des services non financiers de qualité qui permettent de faire en sorte que la gestion de l'entreprise soit la meilleure possible et de l'accompagner dans la recherche de financement. Donc on a intérêt, nous, à présenter de bons dossiers et éviter que, comme par le passé, la BNDE serve pour des financements politiques. Mais je crois que sur ce plan-là, les autorités ont pris les dispositions qu'il fallait en termes de gouvernance. Est-ce que l'une des difficultés, ce n'est pas aussi que la plupart des PME sont gérées par des gens qui sont dans l'informel, qui ne sont pas allés à l'école, peut-être qui ne connaissent pas les échelons, qui ne comprennent pas peut-être la matière avec laquelle vous écrivez vos documents en français? Je crois qu'il faut qu'on soit clair sur un certain nombre de questions. Lorsque vous avez une entreprise qui existe, qui a des activités, mais qui n'a pas de documents financiers, qui n'a pas de statut juridique, il est excessivement difficile, pour ne pas dire impossible, que vous puissiez prétendre à un crédit bancaire. Et je crois qu'il faut que nous réalisions tous que l'extrême informalisation de notre pays, c'est un danger. Vous ne pouvez pas recourir au système bancaire si vous n'êtes pas capable d'utiliser un certain nombre d'outils. Est-ce que votre rôle aussi n'est pas quelque part d'encadrer ces gens-là qui sont dans l'informel, qui peut-être voudraient bien se formaliser dans une sorte de formation pour qu'ils puissent aussi comprendre les outils? Mais nous, on le fait. On le fait tous les jours. On le fait en français. On le fait également dans les langues nationales. Parce que c'est extrêmement important également d'utiliser les langues nationales pour vulgariser toutes ces formations-là. Pour autant qu'il y ait la volonté. On a au niveau de la DPME un guichet d'information et de formalisation qui est uniquement dédié à l'accompagnement d'un certain nombre de PME qui veulent réintégrer, disons, un système un peu plus classique où il y aura un minimum de visibilité et vous êtes capable de présenter des documents qui sont rassurants et qui sont fiables. Mais lorsque cela n'existe pas, il est excessivement difficile de pouvoir apporter un certain nombre de réponses. Mais l'impression, c'est que la DPME est concentrée en ville, à Dakar. Le Sénégal, ce n'est pas seulement Dakar. Il y a des régions qui ont besoin aussi de ces financements, qui ont besoin aussi d'être encadrées. La DPME n'est pratiquement vue et sentie qu'à Dakar. Ah non. Là, on vient de faire 3000 km à l'intérieur du pays. Vous avez des bureaux un peu partout dans toutes les capitales régionales du Sénégal. Une des premières choses que j'ai faites quand je suis arrivé à la DPME, c'est justement de fermer le bureau que nous avions à Thiès.
Parce que je ne crois pas à la décentralisation administrative. Je ne crois pas à des mécanismes où vous allez vous installer partout dans le pays, où vous avez des charges de structure qui sont totalement incompatibles avec votre budget et des charges de structure qui sont finalement inefficientes. On est au XXIe siècle. On a un outil extraordinaire qui s'appelle Internet. Au niveau de la DPME, on vient de reprendre totalement notre système d'information et de gestion pour justement le mettre à la disposition de tous les entrepreneurs qui sont à Dakar, qui sont dans la banlieue, mais qui sont également à l'intérieur du pays. J'ajoute que c'est un outil qui est extraordinaire pour toucher également des entrepreneurs potentiels extrêmement importants. Ce sont nos compatriotes qui sont dans la diaspora. Aujourd'hui, Internet vous permet d'être partout dans le pays et de servir la PME qui est derrière Kédougou avec la même qualité que lorsque vous servez des entreprises qui sont basées à Dakar. Il y a l'articulation entre ce que vous faites et l'acte 3 de la décentralisation. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de services qui seront déconcentrés dans les régions, dans les communes, dans la communalisation. C'est un travail qui est fait justement pour les TPE qui sont dans ces localités-là pour qu'ils puissent aujourd'hui bénéficier de l'encadrement de financement. Peut-être pour vous répondre, il faut que je vous explique un mécanisme qu'on a mis en place qui s'appelle ISO. ISO, ça signifie India Senegal Overseas. On a mis en place un mécanisme avec les Indiens pour permettre à nos compatriotes de pouvoir accéder à des technologies simples, rustiques, pas chères et efficientes. Qu'est-ce qui se passe? C'est que trop souvent, lorsque certains de nos compatriotes veulent investir dans des équipements dans la production, lorsque vous vous adressez à l'Europe, ce continent a atteint un tel degré de sophistication sur le plan technologique qu'on vous vend des choses qui ne sont pas adaptées à vos besoins, qui coûtent très cher et pour lesquelles vous avez des problèmes de maintenance. J'ajoute, la plupart du temps, des machines qui produisent des quantités qui sont beaucoup trop grandes par rapport à ce dont on a véritablement besoin dans nos pays. On s'est donc rapproché de l'Inde pour avoir ces équipements qui permettent aujourd'hui, avec moins d'1 million de francs CFA, de produire de la craie, de produire de la bougie, sur des montants un peu plus élevés, qui permettent de transformer les céréales locales, qui permettent de transformer des fruits, mais qui permettent également de produire des matériels et des matériaux de construction. Et l'idée, c'est quoi? C'est de dire qu'il faut que ces petites unités soient disséminées à l'intérieur du pays. En d'autres termes, restaurer les capacités de production du Sénégal, mais sur une base très populaire. Ce qui signifie que vous allez devoir installer ces équipements, non seulement dans les régions, mais également dans les départements. Alors, sous cet angle-là, l'acte 3 de la décentralisation, évidemment, nous intéresse énormément parce que notre rêve, c'est de faire en sorte que l'on arrive à reconstruire les capacités de production à l'intérieur du pays. Je prends un exemple. Allez-y. Lorsque vous prenez un département aussi grand que le département de Kédougou, est-ce que vous trouvez logique que la craie utilisée par les écoles dans ce département vienne de Dakar? Pourquoi est-ce que cette craie n'est pas distribuée, n'est pas produite d'abord du côté de Kédougou? Par conséquent, le programme que nous mettons en place aujourd'hui, qui va totalement dans le sens de l'acte 3 de la décentralisation, c'est de dire, faisons en sorte qu'on puisse faire tout ce dont les régions ont besoin, les départements ont besoin, mais des petites unités qui vont générer de l'emploi. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, il s'agit de créer des emplois, mais les besoins sont tellement importants que le coût de création de l'emploi devient un critère qui est capital. Et sur ce plan-là, la PME, elle a un avantage comparatif qui est exceptionnel lorsque la comparer à une grande entreprise. Ce que je veux dire, c'est qu'avec un investissement de 2, 3, 4 millions de francs CFA, 5 millions de francs CFA, il est très facile de créer 10 emplois. 5 millions, 10 emplois. Mais si vous prenez 500 millions, vous n'êtes pas sûr de créer 100 emplois. Et si vous prenez 5 milliards, vous n'êtes absolument pas sûr de créer encore 10 fois plus d'emplois. C'est ça l'avantage de la PME. C'est un coût de création de l'emploi qui est très bas et c'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à faire ça sur une base qui couvre l'intégralité du territoire national. De façon concrète, un Sénégalais qui vous écoute aujourd'hui en parlant de ces petites unités, il va investir dans sa région.
quelle est la démarche qu'il doit faire pour avoir accès à ces outils d'investissement et de production? Il nous contacte par le net, il nous explique ce qu'il veut faire. Si son projet a atteint un certain degré de maturité, on avance. Si ça n'a pas atteint la maturité requise, on l'encadre, on travaille avec lui, on met à sa disposition un certain nombre de ressources, de façon à ce qu'il soit capable de faire un bon business plan. Une fois que ce business plan est fait, on l'aide via ISO à assurer un bon transfert de technologie. Parce qu'attention, beaucoup de nos compatriotes se sont fait escroquer en allant acheter des équipements à l'extérieur. On l'accompagne pour être sûr qu'il a ce qu'il faut. Donc on l'aide dans la définition des spécifications techniques. Est-ce qu'il veut produire 10, 100, 1000 ou 10 000? On fait en sorte qu'il arrive à signer un contrat où ses intérêts sont sauvegardés. Il signe un contrat où il a les garanties auxquelles il a le droit. Et il signe un contrat également où il est sûr que les pièces de rechange dont il aura besoin seront accessibles. On l'accompagne sur ça. Si c'est nécessaire également, s'il le souhaite, on l'accompagne dans le cadre de la recherche de financement. Nous ne finançons pas, mais nous accompagnons dans le cadre de la recherche de financement auprès de banques, auprès de capital risqueurs, auprès d'institutions de microfinance, peu importe. Et nous, notre responsabilité, c'est de mettre tous ces bailleurs en concurrence. La seule chose qui nous intéresse, c'est que cet entrepreneur soit financé au meilleur taux. Mais c'est là le grand souci. Vous disiez tantôt que la plupart des Sénégalais qui veulent investir dans les PME n'ont pas au départ un capital qu'ils apportent. Ceux qui sont dans les régions les plus reculées n'ont pratiquement rien. Ils sont dans une sorte de pauvreté extraordinaire. Ils n'ont pas un franc pour mettre dans une entreprise. Pourtant, ils veulent se battre pour s'en sortir. Alors, comment vous allez faire pour qu'ils puissent avoir accès à ces machines? La première chose, c'est que moi j'ai été banquier pendant quelques années. Monsieur Diop, je vous promets une chose, c'est qu'un bon projet finit toujours par être financé. Sans capital, sans l'apport de base. Mais à un moment donné, il y a des arbitrages qui doivent être faits. Lorsque ce candidat entrepreneur, à un moment donné, préfère consommer, il est évident qu'il n'aura pas les moyens d'investir. Investir dans des projets, ça signifie à un moment donné se serrer la ceinture, différer un certain nombre de consommations. Ça, je crois que c'est la première chose sur laquelle il faut avoir conscience. La deuxième chose, c'est que, moi je le vois dans le cadre de mon travail, on a tellement parlé de milliards dans ces pays-là, que les gens viennent dans votre bureau, vous parlent également de milliards, je crois qu'il faut que les gens arrivent à monter des projets dont ils ont les moyens. Et moi, je peux vous dire que, on va en parler dans le cadre de Connect. Mais est-ce qu'ils sont outillés techniquement pour monter ces projets? Mais lorsque l'entrepreneur a une bonne idée, un entrepreneur, c'est ça, c'est quelqu'un qui a une bonne idée. L'aider sur le plan technique à monter son dossier, on a au niveau de la DPME des équipes qui sont totalement rodées à cela. Il y a des consultants dont c'est le métier. C'est la chose la plus facile finalement de monter un dossier. Ce qui est important, ce qui est difficile, c'est d'avoir quelqu'un qui a une idée qui est originale, quelqu'un qui veut faire quelque chose qui n'a pas encore été fait. Mais ça, on arrive toujours à le faire financer. Les entreprises qui sont déjà là, les PME qui meurent 5 ans après avoir été mises en place, elles dénoncent le fait qu'aujourd'hui, que la commande publique, elles n'ont pas accès à la commande publique au Sénégal. Par exemple, chaque année, plus de 60 milliards d'importations de mobilier, de bureaux pour l'administration sénégalaise. Il y a des menuisiers qui sont dans la rue aujourd'hui, peut-être qui ont l'expertise de faire ces tables bancs, de faire ces bureaux, mais qui n'ont pas accès à cette commande publique. Je pense qu'il y a une responsabilité qui est partagée. L'État, parce que la commande publique, c'est lui, et il faut que cette commande publique soit utilisée pour développer les PME. Je vais revenir après là-dessus. Mais également le secteur privé. Lorsque il y a une commande publique qui existe, mais que vous ne remplissez pas un certain nombre de conditions, vous en êtes exclu. Lorsque vous voulez passer. Il y a aussi des ministères qui préfèrent toucher des commissions sur des trucs qu'on apporte de la Chine que de donner ça à des Sénégalais qui ont la compétence de le faire. Mais je suis d'accord avec vous. Quand vous dites qu'il y a des ministères qui ont encore des commissions, ça n'engage que vous.
Ce qui est constant, c'est qu'il est plus facile aujourd'hui au Sénégal d'acheter un produit importé que de faire localement. C'est vrai. Maintenant, il y a un processus. Nous, ce qu'on fait déjà au niveau de l'ADP, comme je vous l'ai dit tantôt, lorsque une entreprise n'a pas le minimum requis en termes de fondamentaux, elle ne peut pas accéder à la commande publique. Ça, c'est une première chose sur laquelle il faut se mettre d'accord. La deuxième chose, c'est que nous-mêmes, au niveau de l'ADPME, nous avons développé des formations pour faire en sorte que des entreprises qui ont le potentiel sachent répondre à un appel d'offres. Parce que répondre à un appel d'offres, c'est une technique. C'est quelque chose qu'il faut apprendre. Et chacun doit comprendre qu'une entreprise, ce n'est pas simplement acheter et revendre. Il doit y avoir à l'intérieur de l'entreprise un certain nombre de compétences sur le plan financier, sur le plan comptable, mais également pour répondre, n'est-ce pas, aux appels d'offres de l'État. Et faire en sorte que ces entreprises puissent être favorisées. Il y a des dispositions aujourd'hui dans le Code des marchés publics qui favorisent la PME. Mais moi, je pense, et nous sommes nombreux à penser, qu'il y a moyen d'aller un peu plus loin. Comment? Je vais vous prendre un exemple. Lorsque l'on parle des PPP, les partenariats publics-privés, dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est réservé aux entreprises étrangères. Parce que lorsqu'on parle de PPP, on parle d'infrastructures, on parle donc d'investissements qui portent sur des centaines de milliards de francs CFA, sur des infrastructures, etc., etc., etc. Dans ce schéma-là, le rôle des PME sénégalaises, dans le meilleur des cas, c'est un rôle de sous-traitant. Il n'y a pratiquement aucune entreprise sénégalaise qui puisse se lancer dans des investissements de 400 milliards. Ou s'il y en a quelques-unes, elles se comptent sur les doigts d'une seule main. Nous, ce que nous pensons, c'est que les PPP doivent être mieux adaptés à la capacité de réponse des PME sénégalaises. Mais ça suppose que de part et d'autre, l'État, comme les PME, décident de jouer le jeu. En ce qui concerne l'État, il faut qu'on se mette d'accord sur une chose, c'est que l'époque où l'État faisait tout est une époque qui est révolue. Ce que l'on demande aujourd'hui à l'État, ce n'est pas de faire, mais c'est de faire faire. L'État doit être davantage stratège. Lorsque je vois parfois l'état de délabrement d'un certain nombre d'édifices publics au Sénégal, on attend trop longtemps parce qu'il faut que l'État ait négocié ceci, l'État ait négocié cela et tout. Je pense qu'il y a la place, lorsqu'il s'agit de réhabiliter par exemple des écoles, lorsqu'il s'agit de réhabiliter des centres de santé, il y a de la place pour des PPP où l'État, au lieu de dire « je vais faire tous les ans », prévoit dans son budget les loyers qui correspondent aux prestations de ces PME et encourage ainsi la concurrence de façon à faire en sorte que ces PPP permettent de réhabiliter département par département les écoles, les lycées, les centres de santé, les hôpitaux. Mais on peut aller beaucoup plus loin parce que ces PPP peuvent servir de prétexte pour moderniser l'État. Et dans un certain nombre de pays africains, et je pourrais peut-être vous donner des détails si vous le souhaitez, on a utilisé ces PPP, y compris pour aider l'État à mieux collecter l'impôt. Aider l'État à mettre en place des brigades de circulation routière. Lorsque vous voyez ce qui se passe sur nos routes au Sénégal, je crois qu'il est temps que l'on réfléchisse sur un autre système. Parce que le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui n'est pas efficace, n'est pas opérant. Vous savez très bien que vous pouvez prendre votre voiture, violer le code de la route pendant des journées et il ne va rien se passer. À un moment donné, il faut dire, il faut arrêter ça. Et on va mettre en place des mécanismes où on va davantage responsabiliser le secteur privé. C'est un pari qui est un pari difficile, où l'État prend des risques, les entreprises privées prennent des risques, mais il faut que l'on remette ces PPP à la disposition des PME. Oui, mais le privé sénégalais dénonce souvent ce qu'on appelle aujourd'hui, ce que l'État dit, en disant partout qu'il veut privilégier ce qu'on appelle le patriotisme économique, et que dans les gros marchés aujourd'hui, ce sont les sociétés étrangères qui les raflent au Sénégal. Moi, vous me parlez des gros marchés. Moi, je dis, avant de parler des gros marchés qui sont sur 400-500 milliards de francs CFA, parlons de la réhabilitation des écoles.
Parlons de la réhabilitation des centres de santé. Ça, ce sont des choses qui sont à la portée des PME sénégalaises. Vous savez, M. Diop, dans les années 90, il y a eu un grand mouvement de privatisation. Ces privatisations ont essentiellement concerné les actions que l'État avait dans le secteur parapublic. C'est les actions. Et à l'époque, il y avait beaucoup de réticences de l'État, qui ne voulait pas trop se départir de ce secteur parapublic, et finalement pas grand intérêt des opérateurs privés sénégalais, puisque c'était des niveaux de capitalisation qui leur étaient inaccessibles. Nous, ce que nous pensons, c'est qu'à côté des actions de l'État, ce qu'il faut privatiser de façon progressive, ce sont les services de l'État, ce sont les actifs de l'État. Et ça va nous permettre de pouvoir pousser la commande publique et de développer un certain nombre de PME. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que ce que je dis n'est pas original. C'est des choses qui ont été faites dans d'autres pays. Mais le problème, M. Thiam, c'est ça le débat. Au Sénégal, le constat, on l'a fait, de ce qui ne va pas, de ce qu'il faut changer. Mais pourquoi on ne change pas? Pourquoi il n'y a pas l'action? Pourquoi là, quand il faut prendre les choses en main, faire le suivi, il y a un problème? Je crois que c'est une responsabilité qui est collective. Je vous prends un cas. Lorsqu'on parle d'environnement des affaires au Sénégal, la référence, c'est toujours le doing business, qui est un outil qui présente un certain nombre d'avantages. Mais le doing business, il est pensé par rapport à l'investissement direct étranger. Nous, au niveau de la DPME, ce qui nous motive, c'est l'investissement direct des Sénégalais. Et c'est la raison pour laquelle, dans les mois qui viennent, on va déposer sur la table de notre ministre de tutelle, qui, je l'espère, fera monter ça plus haut, au niveau du Premier ministre et du Président de la République, un projet visant à définir un statut particulier de la PME sénégalaise. Justement pour baisser le taux de mortalité que vous avez évoqué et pour faire en sorte que l'on mette des mécanismes par lesquels la PME sénégalaise on aura créé les conditions de sa plus grande émergence. L'État a sa responsabilité, mais le secteur privé également a sa responsabilité. Parce que il y a dans notre secteur privé beaucoup de choses. Il y a souvent de la grande qualité. Il y a également que vous avez pas mal d'entrepreneurs qui ont pris l'habitude de gagner de l'argent en étant simplement collés à l'hectare sur des marchés publics et qui ne savent pas gagner de l'argent en dehors d'un certain nombre de privilèges. Je crois que ce qui est important, c'est de remettre tout ça à zéro et de faire en sorte que les chefs d'entreprise qui sont performants arrivent à émerger. C'est la question que beaucoup de Sénégalais se posent. Le privé sénégalais, la plupart d'entre eux vivent des situations de rente. Exact. Et ça, c'est un problème. Pas la plupart d'entre eux. Ça ne finance pas le développement. Pas la plupart du temps, mais effectivement. Mais c'est qu'on est rentier dans notre façon de fonctionner au Sénégal. C'est un héritage de la colonisation. La capture de la rente, lorsque vous regardez ce qui s'est passé juste après les indépendances, l'État moderne, entre guillemets, a glissé un peu ses pieds dans les chaussons de l'État colonial. Mais dans les deux cas, on cherchait à capter la rente. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est effectivement arrêter ce genre de mécanisme-là et faire en sorte qu'on remette les gens dans une logique qui est une logique de production, de façon à ce que le seul arbitre, ce soit le marché, et que l'on permette dans tous les secteurs de développer quelque chose de véritablement performant. Je vous ai parlé du sel tout à l'heure. Juste un chiffre. On a fait au niveau de la DPME un certain nombre de calculs. Et on s'est rendu compte que si l'on arrivait à laisser sur place la valeur ajoutée par la transformation du sel brut en sel fin, entre Kaolack et Fatick, on est en train de parler d'une valeur ajoutée de plus de 35 milliards par an. C'est colossal. Mais ce qu'on peut faire sur le sel, on peut le faire dans toutes les autres spéculations. Moi, je vois lorsque je suis de Waalo, comme vous le savez, mais le potentiel dans cette région est infini. C'est pour ça que la PME agricole, c'est quelque chose de capital. Le chef de l'État revient souvent sur cette question, mais il faut pousser, faire en sorte qu'on ait des unités de production qui soient performantes et qu'on arrête de travailler sur un demi-hectare. Lorsque vous allez dans la vallée de Mosoro, au niveau du Brésil, l'unité de production, c'est 100 hectares. Et il faut que l'on arrive à cela. Pour cela, il faut de l'argent.
Mais il faut des entrepreneurs, il faut du savoir et de la connaissance. Réforme foncière, certainement. Encore que ce problème, à mon avis, est exagéré parce qu'il y a eu des abus dans le passé. Mais franchement, moi je suis du Waalo, sur le Djeri, il y a de la place. Et vous n'avez jamais entendu dire que là-bas, les gens se battaient pour les terres. Il y a plein de places. Il y a l'accès à l'eau, la maîtrise de l'eau. Mais le Djeri, il est à 3-4 km du fleuve. Lorsque vous exploitez 200, 300, 400, 500 hectares, qu'est-ce que c'est que 3-4 km? Allez voir les nouveaux casiers de l'entreprise qui est au nord. Vous verrez, c'est des casiers qui sont en pierre Djeri. Vous avez posé un problème fondamental, mais le débat aujourd'hui, c'est les ruptures, les réformes qu'il faut apporter pour changer les mentalités de cet État colonial dans lequel on est aujourd'hui, la continuité de cet État-là. Mais c'est là-bas qu'on vous attend dans le courage politique de prendre des décisions et de les assumer. Je crois que ce que je vous dis, c'est de dire qu'il y a une responsabilité de l'État. Mais je fais partie de ceux qui pensent que dire l'État sans arrêt, c'est quelque chose qui est totalement inopérant. La réforme, c'est l'État qui doit l'impulser. L'État doit l'impulser. Mais on a également une responsabilité, nous les Sénégalais, dans notre comportement. Au niveau de la création d'entreprises, on a tout un travail à faire. Et l'État ne va pas générer de nouveaux entrepreneurs. Quand je prends le secteur qui est le mien, je vous ai dit, on a la DPME, on a un environnement qui s'est beaucoup amélioré avec la création de la BNDE, dont la DPME est administrateur, avec la création du FONSIPS, avec la création du FONGIP. J'ajoute que lorsque je suis arrivé à la DPME, la situation était particulièrement dégradée et qu'en l'espace de 2 ans, les autorités ont accepté de multiplier le budget de la DPME par 2. Donc je veux dire, au niveau de l'État, je ne dis pas que l'effort est suffisant, mais je dis qu'il y a un véritable effort qui a été fait. Maintenant, il faut que les gens s'approprient un certain nombre de choses. Et le développement de ces pays-là, ce n'est pas l'État. L'État a sa responsabilité, l'environnement, un environnement plus favorable aux PME, mais il faut également qu'on ait des gens beaucoup plus entreprenants qui sachent prendre un certain nombre d'initiatives. Je vous prends un petit exemple qui est un détail. Vous allez aujourd'hui à Saly, Portugal. Il y a 4 entreprises qui font de la location de quad. Il y en a une qui appartient à des Sénégalais. Vous trouvez ça normal? Les opportunités sont là. Pourquoi est-ce que nous ne les prenons pas? Vous croyez que c'est l'État qui va vous prendre par la main pour vous dire voilà les opportunités qui existent un peu partout? Il faut que les gens descendent à l'intérieur du pays, regardent les opportunités et se rendent compte que ce pays, finalement, il est riche, pour autant que chacun d'entre nous, nous nous y mettions. Mais est-ce que le problème chez nous, c'est qu'on n'a pas compris ce qu'on appelle l'importance des PME dans l'économie? Parce que si on regarde l'économie européenne aujourd'hui, si l'Allemagne tient, c'est grâce à ces PME que l'Allemagne aujourd'hui est une économie solide, comparé à la France, à d'autres pays. Au Sénégal, l'impression qu'on a, c'est que les TPE et les PME ne sont pas prises en charge. L'Allemagne tient à cause de ses PME, mais l'Allemagne, ne l'oubliez jamais, c'est un pays d'ingénieurs. L'Allemagne tient parce que l'Allemagne a fait du savoir et de la connaissance un axe stratégique. Et ça, on a par rapport à ces questions-là, au niveau du Sénégal, il faut qu'on soit honnête, il faut qu'on se dise la vérité, on a quand même un certain nombre de handicaps. On aime bien le Johnny Johnny, on aime bien le Tafiangle, on aime bien avoir des situations où on gagne rapidement de l'argent, où on peut tricher, etc., etc., etc. Ce qu'il faut, et c'est ce qu'on va essayer de faire dans le cadre de Connect, c'est expliquer à nos compatriotes, et notamment les jeunes, que le travail de la PME, ça s'inscrit dans la durée. On ne devient pas milliardaire en 24 heures. Est-ce que le problème n'est pas plus profond que ça? L'éducation elle-même, la façon dont on enseigne les enfants dans les écoles, dans nos maisons, font qu'ils ne peuvent pas devenir de grands entrepreneurs. Non, mais il y a la assisté. Oui, il y a un peu de ça, mais il y a également la façon. Il y a des solidarités qui existent dans nos pays, qui sont parfois des solidarités parasitaires, que l'on s'entraide entre parents, entre amis. C'est tout à fait normal, mais vous connaissez comme moi des gens qui ont décidé de faire le choix de ne pas travailler et qui préfèrent aller voir les cousins et les cousines tous les mois et assurer... Mais bon, je crois que ce sont des épiphénomènes, il ne faut pas qu'on reste là-dessus. Il y a des gens qui veulent travailler. Et moi, je vous dis, au niveau de la DPME, on en rencontre tous les jours. Des gens qui sont décidés.
souvent, il leur manque quelque chose. On essaie de leur apporter. Il y a de la qualité. Et moi, je suis convaincu qu'on en est à une phase qui est aujourd'hui une phase charnière, simplement parce que ce que l'on pouvait tirer d'une économie basée sur le commerce d'importation, on est allé au bout des contradictions. On ne peut pas aller plus loin que ça. Aujourd'hui, l'avenir pour tous les compatriotes, c'est de se lancer dans la production agricole au sens large, la production industrielle, et faire en sorte qu'on prenne avantage de ce que le bon Dieu nous a donné et qui existe. Mais est-ce que le gros problème que vous avez, vous, au niveau des PME et des PMI, le travail que vous voulez faire, c'est que vous êtes concurrencé par des entrepreneurs politiques? Je ne sais pas si on est concurrencé. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que ces entrepreneurs... Sénégalais pensent qu'il faut faire de la politique pour avoir accès aux ressources, ne pas travailler. Parce que beaucoup de gens, on a vu beaucoup de gens gagner de l'argent beaucoup trop facilement avec l'État. Là également, c'est un problème de valeur, c'est un problème de ce que vous mettez en avant. Moi, je ne crois pas à cela. S'il y a une institution qui n'est pas politique, c'est l'ADPME. Ce qui est important, c'est de dire, la commande publique, elle existe. Elle porte sur 600, 800 milliards par an. Mais attendez, 800 milliards par an, c'est rien. Hein? L'essentiel du business, au Sénégal, il est fait entre privés. Ce sont les entreprises qui font manger les Sénégalais, qui les habitent, qui leur donnent de l'habitat, qui leur fournissent ce qu'il faut, n'est-ce pas, pour se vêtir, etc., etc. L'essentiel du marché, c'est le privé. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut que les chefs d'entreprise se confrontent au marché, parce que c'est le marché qui est la véritable réalité et qui permet à une entreprise de grandir. Est-ce qu'on peut comprendre un pays comme le Sénégal, qui a un pôle qui s'appelle Ngaye Mékhé, où l'ingénierie est là? Absolument. Les jeunes savent faire des chaussures, oui, faire des ceintures. Et qu'on continue, nous, dans ce pays, à importer tout ce qui est bottes pour l'armée, pour la gendarmerie, des chaussures, des ceintures, des katas pour les enfants. Mais vous pouvez multiplier les exemples. Parce qu'il n'y a pas que Ngaye Mékhé. C'est un point de volonté politique. Il n'y a pas que Ngaye Mékhé. Lorsque moi je vais sur des chantiers et que je vois que les brouettes sont importées, je me dis, mais quand même, c'est quoi ce pays-là? Même le clou. Est-ce qu'une brouette, sur le plan technologique, c'est inaccessible aux menuisiers métalliques? Ce n'est pas un point de volonté politique, justement. Vous avez un problème, je l'ai expliqué tantôt. C'est un problème de notre appartenance à la zone franc. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il y a de grandes chances que la brouette qui est importée de je ne sais pas où coûte moins cher que celle qui est fabriquée localement. Non pas... Alors c'est vrai qu'on a des coûts des facteurs de production qui sont parfois élevés. Bon, le tarif de l'énergie, c'est un exemple. Okay? Mais on a véritablement un système sur le plan monétaire, mais qui plombe la compétitivité de l'économie sénégalaise. Je peux vous dire une chose. Lorsque vous allez au Ghana, vous ne verrez pas de brouettes importées. Grande question qu'on laissera à ceux qui décident dans ce pays à répondre à ces questions. Pourquoi le Ghana n'importe pas de brouettes alors qu'on le fait au Sénégal? C'est une question pour les sociétés publiques, pour voir comment ils doivent gérer ce pays. Merci infiniment à M. Mamboussou Thiam d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'ADPME, l'agence de développement et d'encadrement pour les petites et moyennes entreprises. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la TFM avec Mamboussou Thiam. Au revoir.